Je me présente, grand frère de 5 petits, dont Wanis qui aurait dû fêter ses 19 ans aujourd'hui, mais qui a été percuté volontairement par un véhicule de la BAC à Aubervilliers. Les faits remontent au mercredi 13 mars dernier. Dans la soirée, la police a poursuivi un scooter monté par 2 jeunes hommes qui auraient refusé d'obtempérer. Dans une avenue d'Aubervilliers, le 2 roues a été percuté par un véhicule d'une brigade anticriminalité appelée en renfort qui est arrivé en sens inverse. Dans la collision, le conducteur Wanis, 18 ans, a été tué et son passager blessé a été placé en garde à vue puis emmené à l'hôpital. Aujourd'hui, nous allons marcher pour Wanis et Ibrahim. Mon petit frère a été tué par la police. C'est cette police qui a décidé de lui ôter la vie injustement. Là, c'est arrivé à mon frère. C'est déjà arrivé à d'autres avant. J'espère que ça n'arrivera plus à personne. Mais pour cela, il ne faut pas rester les bras croisés à regarder. Il faut se mobiliser pour que tout cela cesse. Personne ne mérite de mourir d'une bavure policière ou d'un refus d'obtempérer. À l'appel des syndicats, la fonction publique, les infirmiers et infirmières, les enseignants également, descendent dans la rue partout en France pour réclamer la hausse des salaires, en plus de diverses revendications pour chaque secteur. L'intersyndicale de la fonction publique dénonce l'absence de perspectives d'augmentation dans un contexte inflationniste et après l'annonce des coupes budgétaires de Bruno Le Maire. Nous sommes très inquiets puisqu'il y a plein de petites phrases dans les médias mais qui se traduisent d'ores et déjà par des coupes violentes dans nos services publics. 10 milliards, ça n'est pas rien. 10 milliards très concrètement pour ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche, c'est comme si tous les étudiants de licence avaient un tiers d'enseignement en moins. C'est comme si dans le second degré, on fermait 500 établissements et on supprimait les accompagnants pour 14 000 élèves en situation de handicap. Ça a des conséquences très concrètes. Et cette austérité, elle est à géométrie variable puisque le ministre de l'économie, très bizarrement, il oublie toujours de parler des mêmes, à savoir les rentiers, ceux qui s'enrichissent de notre travail, les actionnaires, les patrons, pour qui les aides n'arrêtent pas d'augmenter. Il y a aussi, bien entendu, les conditions de travail, le fait de pouvoir exercer nos missions de service public avec les moyens. On voit aujourd'hui, dans le 93, l'intersyndicale qui est extrêmement mobilisée depuis plus de 3 semaines pour obtenir enfin des moyens pour pouvoir travailler dans des conditions dignes. On voit dans l'état de nos écoles, c'est un peu la feuille de route du gouvernement, à savoir sous-financer sans prendre au service public. C'est ce qui s'est passé pour l'hôpital. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, premier désert médical de France, on a une surmortalité infantile de 50%. Parce qu'on sait que dans les attaques sur les services publics, la Seine-Saint-Denis, elle est en première ligne. Alors que pourtant, et ça je pense que c'est important de le redire, rapport de la Cour des comptes, les habitants de Seine-Saint-Denis sont le 5e département à le plus contribuer aux recettes de l'État. Mais on reçoit le moins de la redistribution sociale, que ce soit pour l'hôpital, que ce soit pour l'éducation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette politique de sous-financement, on organise le naufrage de l'école et pour nous, c'est dramatique. Nos élèves étudient dans des conditions qui ne sont pas possibles, ne serait-ce qu'au niveau du bâti, ou alors il n'y a pas de profs qui sont remplacés. Les élèves handicapés, ils n'ont pas d'AESH qui les accompagne en cours. Donc nous, on considère qu'on a besoin aujourd'hui d'une réponse spécifique à notre département qui répond aux besoins de nos élèves. Le collectif Stop Mercosur et la Confédération paysanne ont lancé un appel à se retrouver devant le Sénat le jour du vote pour la ratification du CETA, le fameux traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Plusieurs collectifs, associations, des députés PCF et LFI, entre autres, étaient présents. Tout cela pour dénoncer cet accord de libre-échange controversé. Les prix sont trop bas à cause de ces importations. Donc c'est directement notre revenu qui est impacté par ces accords de libre-échange, pour faire très simplement. Et après, il y a pourquoi ils produisent moins cher que nous. Mais par exemple, sur la lentille, ils ont le droit d'utiliser le glyphosate juste avant la récolte pour faciliter la récolte. C'est une toute petite graine, la lentille. C'est très difficile à récolter. Et ce que nous n'avons pas le droit de faire. Donc forcément, ils ont plus de facilité à récolter. Ça leur coûte moins cher. Pour autant, les consommateurs français vont manger des lentilles qui ont été traitées au glyphosate juste avant la récolte. Cet accord, qui a des risques largement documentés, a été certes autorisé à l'échelle européenne, mais pas encore par les États membres. Et malgré tout, il est mis en œuvre à 90% depuis 2017. Et qu'on attendait la ratification en France. Il y a eu un passage en force à l'Assemblée nationale en juillet 2019. Et vraiment, en 2 semaines, en procédure accélérée, on a à peine eu le temps de forcer un début de débat démocratique. Et ça fait 5 ans
compte qu'on attend qu'il y ait la deuxième étape d'un processus parlementaire en France normal, c'est le Sénat, et que le gouvernement ne l'avait pas mis à l'agenda parce qu'ils avaient peur d'un refus. Donc là, enfin, le Sénat va pouvoir se prononcer. Guerre des gauches aura-t-elle lieu? Le week-end dernier, la France insoumise a lancé sa campagne en vue des élections européennes. Jean-Luc Mélenchon figure sur la liste à la 80e place et lors d'un discours de meeting offensif, il a fait du scrutin qui vient la première marche vers la bataille de la présidentielle. On voit bien qu'il y a une stratégie politique nationale à l'intérieur d'une élection européenne. Maintenant, quand on regarde l'élection en elle-même, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un certain nombre de candidats qui avaient été reconduits. C'est le cas de Raphaël Glucksmann, Manon Aubry, M. Bellamy à droite. On se rend compte qu'il y avait quand même une marge de progression par rapport à 2019. Les débats, ce qu'on va faire de l'Europe, et que avec toujours cette phrase en disant oui, l'Europe, c'est ce que vous en faites. Les gens ne sont pas dupes et ils savent très bien que le Parlement européen a en réalité très peu de pouvoir. Il n'a pas de budget, c'est pas lui qui va émettre un certain nombre de décisions. Bien sûr qu'il est consulté, bien sûr qu'il peut infléchir en partie, mais il n'a pas un pouvoir comme c'est le cas de l'Assemblée nationale. Et donc, cette élection intéresse en réalité peu de monde. Et c'est une élection plutôt de confirmation, de soutien ou non aux partis en place ou aux oppositions. La France insoumise propose de voir cette élection comme un enjeu national parce que la situation de crise politique dans ce pays, le caractère extrêmement contesté du pouvoir, a fait que l'enjeu politique du moment, c'est la défaite du macronisme. C'est en tout cas leur proposition politique. Ils disent en gros que depuis la réélection d'Emmanuel Macron, on a bien vu que la confrontation est extrêmement forte sur le plan national et qu'on a bien vu que dans la période, il faut sortir de l'écrasant duel Le Pen-Macron, en fait. Il a compris quelque chose, Emmanuel Macron, et là-dessus, on ne peut pas lui enlever un certain sens politique, une intelligence politique. C'est qu'il a compris que le fond ne servait pas à grand-chose, qu'on pouvait gagner une élection présidentielle sans vraiment avoir de programme et sans vraiment avoir besoin de débattre. Et d'ailleurs, c'est Jordan Bardella, il fait la même chose. Et moi, je pense qu'à la prochaine élection présidentielle, je pense que Marine Le Pen, qui a perdu ses 2 débats largement contre Emmanuel Macron, le premier parce qu'elle a voulu faire une stratégie un peu plus populiste, mais elle n'a pas réussi. La deuxième, elle a voulu être technique. Elle s'est emmêlée dans ses feuilles, et Macron, c'était le professeur face à l'élève. Elle aurait tout intérêt au prochain débat, si elle est au second tour, de refuser le débat. Puisque finalement, tout le monde refuse les débats aujourd'hui. Donc elle peut dire, moi, je refuse le débat, c'est le candidat des médias, et probablement qu'elle ferait un meilleur score. On nous disait, oui, mais enfin bon, le Rassemblement national, Le Pen n'arrivera jamais au pouvoir, on en est très loin, tout ça est anecdotique, etc. Et nous avions des archanges exterminateurs et de pieuses pensées qui dénonçaient d'un point de vue moral soit l'impéritie des imbéciles qui votent Front National, comme tu le dis Julien, soit au contraire la manipulation récurrente de Le Pen, ou bien encore la permanence de l'hydre fasciste qui ressurgirait, etc. Bon, ce que ce livre essaye de montrer, c'est que ce n'est rien de tout ça. Et que, en effet, les gens qui votent Le Pen, j'allais le dire de façon sociologiquement inadéquate, mais votent avec leurs conditions d'existence et leurs besoins d'estime d'eux-mêmes. Et qu'ils ont donc de bonnes raisons sociales de voter Le Pen. C'est ce que ce livre tente de montrer. Et tant qu'on ne saisira pas quelles sont ces puissantes raisons sociales de voter Le Pen, alors dans ce cas, on ne pourra pas lutter contre les votes Le Pen, lesquels gonfleront jusqu'à un moment donné où ils vont évidemment être inarrêtables, parce que plus on vote, plus on vote. La réponse qui a été apportée au véritable problème, qui est né du 11 septembre, né de cette présence de Jean-Marie Le Pen, n'était pas la bonne. Et le politique n'a fait finalement, je pense, qu'aggraver les choses en prétendant opposer une interdiction aux extrémistes. Alors qu'en fait, Jean Jaurès disait la République est une méthode, et cette méthode est l'efficacité par le maximum de liberté. Et ça, on a oublié la leçon de Jean Jaurès.